Bonjour, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise. Nous allons démarrer nos travaux. En ce début d'année, je vous présente les meilleurs vœux de santé et de prospérité dans toutes vos entreprises. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les participants à ce premier atelier de l'année 2021 organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Comme vous le savez, la CCIB organise des cafés numériques sur un sujet touchant à la vie économique. Celui de ce jour, vendredi 15 janvier 2021, porte sur le thème « Mesures fiscales en faveur du secteur privé dans la loi des finances gestion de l'État ». Mesdames et messieurs, chaque année, il y a une loi des finances qui est votée contenant des dispositions qui régissent les activités des opérateurs économiques du Bénin. Les dispositions contenues dans cette loi deviennent de facto obligatoires et s'imposent à tout le monde, et en particulier aux entreprises. Les meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2021. Je souhaite que cette année 2021 soit pour vous une année prospère, une année de très bonne santé financière pour nos entreprises et pour leurs dirigeants. Je souhaite également que en 2021, les relations entre l'administration fiscale et les opérateurs économiques que vous êtes puissent s'améliorer davantage. Bonne année à vous. Comme vous le savez, la loi de finances pour la gestion 2021 a été votée très tôt, le 8 décembre 2020, et a été promulguée par le chef le 24 décembre 2020. Comme les autres années, la finance 2021 comporte des mesures fiscales au profit des entreprises. Ces mesures peuvent être réparties en plusieurs catégories. Donc, on a dans un premier temps les mesures d'allègement et de soutien aux entreprises. En second lieu, les mesures visant l'amélioration des relations entre l'administration et vous, les contribuables. Et enfin, les mesures visant la modernisation de l'administration fiscale. Donc, très rapidement, les mesures d'allègement et de soutien aux entreprises. Mesures d'allègement. Bien. Nous avons d'abord les exonérations au profit des ménages et des entreprises. On peut citer les mesures d'exonération de la TVA à l'importation et en régime intérieur du 1er janvier au 31 décembre 2021 pour les véhicules neufs à 4 roues importés, fabriqués ou revendus à l'état neuf et destinés à la mise en place d'une flotte de taxis dans les grandes villes. C'est déjà une mesure qui avait été votée il y a quelques années et qui est reconduite pour l'année 2021. Nous avons également une seconde mesure reconduite qui concerne le gaz domestique et ses accessoires qui demeurent exonérés des différents impôts et taxes au cordon douanier et en régime intérieur. Il en est de même de l'importation et de la vente des autobus, autocars et minibus de toute catégorie vendus à l'état neuf et destinés au transport en commun.
il y a quand même quelques entreprises qui continuent donc de profiter de ces mesures. C'est pour ça qu'elle a été reconduite. Il y a également les importations de camions et leur revente à l'état neuf pour faciliter donc le renouvellement du parc des camions dans le pays. Il y a une mesure qui est mise en place depuis déjà 2 ans et reconduite pour faciliter donc qui rentre dans le cadre du tourisme et qui devait permettre donc à ceux qui souhaitent visiter le parc à l'intérieur du pays de pouvoir le faire facilement avec leur avion privé. Et en principe, lorsque ces avions fréquentent un territoire, il faut payer les droits de douane et pour leur permettre de le faire assez facilement, donc des mesures d'exonération sont mises en place. Et cette année, on a connu une mesure nouvelle qui concerne l'exonération des motocyclettes électriques ou hybrides et leurs pièces détachées. Et de plus en plus, il y a des opérateurs économiques qui souhaitent importer au Bénin des motos hybrides ou électriques. Et pour encourager cela, puisque ça rentre également dans le cadre de la préservation de notre environnement, le législateur a décidé donc de dispenser les droits et taxes l'importation donc de ces engins. Abordons maintenant un second point qui est plus intéressant et qui vous concerne et qui concerne également les jeunes entrepreneurs. Il s'agit d'une mesure qui a été souhaitée depuis plusieurs années par les entrepreneurs et mise en œuvre par le gouvernement sous plusieurs formes. Et la loi de finances 2021 a mis en place maintenant, de mon point de vue, la forme la plus achevée de la mesure. Il s'agit de l'exonération de la patente et de la taxe professionnelle synthétique pendant les 12 premiers mois d'activité des entreprises. Ce qui avait été fait, c'était une exonération sur la première année d'activité. Et l'article 15 de la loi de finances 2012, je crois, définissait la première année d'activité comme étant la date, comme partant de la date de création de l'entreprise, ou plus précisément la date inscrite sur le registre de commerce de l'entreprise jusqu'au 31 décembre de la même année. Autrement dit, lorsque vous créez votre entreprise le 2 décembre, le 31 décembre, l'exonération est terminée. Si elle est créée le 24 décembre, l'exonération finit le 31 décembre. Et dès janvier, vous commencez par payer les impôts. Et ça a souvent été une critique de certains opérateurs qui ont fait que la première année devrait être 12 mois bien comptés. Donc la loi n'avait pas ainsi disposé, c'est seulement avec la loi de finances 2021 que la mesure a été reprise donc, et étendue sur les 12 premiers mois. Ça veut dire concrètement que si vous créez votre entreprise le 2 décembre 2021, l'exonération va prendre fin le 1er décembre 2022. Donc, ce sera 12 mois bien comptés. Donc, l'imposition sera établie à partir du premier jour du mois suivant l'écoulement des 12 mois. Et c'est valable en matière de patente, c'est valable en matière de taxes professionnelles synthétiques. Donc, ça, c'est une excellente mesure pour les entreprises et qui mérite d'être applaudie. Merci beaucoup. Je souhaite donc par rapport à cette mesure que les jeunes entrepreneurs se manifestent suffisamment et fassent leur formalité pour pouvoir en profiter. Je voudrais, par rapport à cette mesure, parler rapidement d'une mesure d'accompagnement et de formalisation des entreprises qui consiste à ne pas réclamer les pénalités sur les entreprises qui souhaitent se formaliser. Mais on est allé plus loin, et ça depuis l'année dernière. De quoi s'agit-il concrètement?
vous avez créé votre entreprise, pour une raison ou une autre, vous n'avez pas exercé d'activité. Peut-être qu'au lendemain de la création de l'entreprise, vous avez changé de statut et vous êtes devenu salarié. Vous avez fait cette aventure et vous revenez dans l'entrepreneuriat après quelques années. Généralement, quand vous revenez, vous décidez de vous formaliser, de reprendre les choses au niveau des services fiscaux. Et les services fiscaux vous opposent le fait que vous n'aviez pas signalé votre départ du système. Et on vous réclame les arriérés d'impôts supposés dus depuis la création de votre entreprise jusqu'à la date où vous revenez. Donc, vous avez créé votre entreprise en 2010. Vous êtes allé en aventure quelque part et vous revenez en 2020. Les services vous disent on va calculer les arriérés ou au mieux sur les 3 dernières années qui sont les années non prescrites. Et là, vous êtes coincé, vous ne pouvez pas avancer. On a réglé cette difficulté depuis l'année dernière en demandant au service de considérer exclusivement votre déclaration sur l'honneur, puisque le système fiscal béninois est déclaratif. Si vous déclarez sur l'honneur n'avoir exercé aucune activité, on vous prend les acomptes d'impôts dus au titre de l'année en cours, de l'année où vous revenez. Et si vous demandez une attestation fiscale ou n'importe quel document, on vous facilite la vie et vous continuez vos activités. C'est seulement au cas où le service découvrirait que vous aviez exercé une activité et que vous ne l'avez pas vous-même déclarée, qu'ils vont vous demander de payer les impôts des années antérieures. Sinon, par principe, déclaration sur l'honneur, je n'ai rien fait, j'étais salarié, j'ai abandonné l'entreprise pour continuer. C'est comme ça. Donc, les services des impôts sont instruits et il existe une circulaire en la matière qui vous permet de régulariser votre situation. Donc, ça, c'est très important. Merci beaucoup. Bien, donc, en dehors de ça, nous allons aborder une autre mesure également de soutien aux entreprises et à la promotion de l'emploi. Il s'agit des allocations de stage. Jusque-là, beaucoup d'entreprises payent des allocations de stage, contrairement à ce qui se dit souvent, les stages sont gratuits, c'est vrai, mais il y a quelques entreprises qui payent leurs stagiaires. Lorsque vous venez, vous faites un stage, on vous verse des allocations tout au moins pour votre déplacement. Et il se pose le problème donc, de la fiscalisation de ces rémunérations. Par principe, toutes les rémunérations versées sont imposables. Donc les entreprises sont confrontées à cette difficulté parce que le stage permet aux jeunes étudiants ou à l'apprenti de venir apprendre dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, le législateur est plus clair sur la question en défiscalisant totalement les allocations versées aux stagiaires sous certaines conditions. Il faut que le stagiaire soit âgé de moins de 30 ans. Il faut ensuite que l'allocation de stage versée ne dépasse pas 3 fois le SMIC et que le stage ne dure pas plus de 3 mois, afin que le stage s'insère dans un programme réel, que cela soit un stage obligatoire, matérialisé par une convention de l'université ou de l'école ou du centre de formation professionnelle, donc qui souhaite que le stagiaire fasse son stage. Donc, défiscaliser totalement, pas d'IRPP sur les salaires, pas de versement patronal sur les salaires au niveau de l'entrepreneur. Au nombre des mesures de soutien aux entreprises, on peut également citer l'allègement, les allègements en matière de lorsqu'il s'agit d'une société, d'une entreprise commerciale, pour être plus précis, d'une entreprise commerciale et qui procède à une mutation immobilière,
Les droits d'enregistrement ne sont dus que lorsque le montant de la transaction dépasse 50 millions. C'était 25 millions et nous avons augmenté le seuil et c'est passé à 50 millions. Jusqu'à 50 millions, l'entreprise qui possède la mutation d'immeuble ne paiera pas de droits d'enregistrement. Ça, c'est fondamental, c'est important. C'est important de le savoir et de l'intégrer dans votre business plan parce que par le passé, pour n'importe quelle transaction immobilière, vous devez payer les droits d'enregistrement. Qu'il vous souvienne, on était à 8%. On a fait une parenthèse de gratuité pour permettre au grand nombre de formaliser les actes. Maintenant, les droits d'enregistrement sont revenus à 5%. Donc, l'entreprise est dispensée des 5% de droits d'enregistrement. Je rappelle qu'il existe la taxe de plus-value, mais lorsque c'est une entreprise qui procède à la cession également d'un immeuble, la taxe de plus-value n'est pas due parce que la plus-value est déjà intégrée dans ces résultats. Une autre mesure d'allègement concerne les amendes qu'il faut payer lorsque vous exercez un marché exonéré d'impôts et que vous êtes tenu de faire la formalité de certificat de crédit MP. Jusque-là, l'amende à payer en cas de retard est de 1 million et cette amende, le plafond était de 1 million, le plafond est réduit à 200 000. C'était une amende de 100 000 par mois ou fraction de mois de retard avec un plafond de 1 million. Désormais, c'est juste 20%, proportionnel de 20% avec un plafond de 200 000. Un cas concret, vous êtes ingénieur consultant, vous avez été recruté par l'agence d'alimentation en eau potable pour faire une étude. Les sommes qu'on vous paye en contrepartie de vos prestations bénéficient d'un régime fiscal dérogatoire. Peut-être c'est le Fonds mondial, c'est la Banque mondiale ou autre. Et là, il est mis en place un mécanisme qui permet à l'État béninois de prendre en charge la fiscalité indirecte, notamment la TVA, par le biais d'un certificat de crédit MP. Généralement, ce qui se passe, c'est que vous avez exécuté votre contrat et après vous vous rendez compte que ce n'est pas pour autant exonéré, vous devez aller chercher un certificat de crédit MP à la Direction générale des impôts. Donc, la TVA que l'agence qui vous a attribué le marché devrait payer est prise en charge par l'État sous forme de certificat. Mais il faudra faire la formalité d'obtention du certificat à la DGI dans un délai de 6 mois. Si vous êtes en retard, cette pénalité est applicable. C'est ceci qu'on a désarmé maintenant en passant à 20% avec un plafond de 200 000 pour permettre à tout le monde de chercher de remplir facilement la formalité. Venons-en maintenant à une mesure phare de la loi de finances 2021 également qui concerne les acomptes assis sur les bénéfices AIB. Au niveau de l'AIB, deux mesures. Premièrement, c'est le désarmement au niveau des sanctions. Quand vous ne collectez pas l'AIB, jusque-là, la charge est rejetée. Ensuite, vous payez l'AIB et vous payez une amende égale au montant de l'AIB. Mais pourquoi le législateur avait fait tout ceci? C'est simplement parce qu'il y a quelques mauvaises pratiques de certaines entreprises qui n'ont pas engagé de charges de prestation de services, mais en arrivent à monter des justifications de charges, juste gonfler les charges pour réduire le bénéfice. Et on a trouvé qu'il était important de sanctionner sévèrement ce type de comportement. Donc, réintégrer la charge, demander le paiement de l'AIB et donc mettre une amende. Avec les réformes de modernisation que nous avons engagées, notamment la facture normalisée, on a un peu plus
de transparence au niveau de certaines charges. On a estimé qu'en conséquence, il ne faut pas demander aux entreprises de délivrer des factures normalisées et en même temps maintenir les sanctions lourdes à la baisse dans le système au moment où on n'avait pas la réforme des factures normalisées. Donc, désarmement à ce niveau. Deuxièmement, nous avons des crédits d'AIB. Vous payez des AIB, on prend du temps pour les compenser et rappeler qu'il y a quelques difficultés dans la compensation des crédits d'AIB et maintenant, nous avons commencé par mettre en place des mesures pour donc, vous permettre de consommer vos crédits d'AIB. Mais pour ne pas accumuler, pour ne plus accumuler les crédits, nous avons désormais mis en place un système de déclaration spontanée d'AIB à l'instar de la TVA. Vous avez subi une retenue d'AIB. Au lieu de faire un dossier à la DGI, de demander dans un délai la compensation, vous-même vous faites votre propre compensation en imputant les AIB que vous avez subis sur les AIB que vous avez éventuellement collectés. Et vous reverserez la différence d'AIB à l'État. Si d'aventure vous êtes dans un secteur où vous ne collectez pas d'AIB, vous déclarez le crédit. Et ce crédit va être reporté sur la déclaration suivante. Mais en tout état de cause, au 31 décembre, s'il subsiste un crédit, il est automatiquement imputé sur votre impôt sur les bénéfices, IS ou IRPP. Automatiquement, sans permission, sans autorisation, spontanément, vous imputez sur l'impôt à payer et vous dégagez le solde. Donc désormais, on a conçu un imprimé de déclaration qui est déjà en ligne pour ceux qui le font en ligne et qui peut être retiré et rempli par les entreprises. Donc, on peut vous montrer l'imprimé très rapidement si c'est possible là. Et vous allez voir un imprimé simple à remplir et vous donner les détails et le tout va se jouer. Quid de la situation des personnes qui avaient des AIB non compensés, des crédits d'AIB qui n'ont pas consommé jusque-là. On a mis en place un système de collecte et de déclaration de ces crédits sur la plateforme AIB.impo.bj. Donc, vous déclarez ces AIB, nous allons les traiter et bientôt mettre les crédits validés à la disposition des entreprises et définir ensemble avec vous les modalités de consommation donc, de ces crédits d'arriérés d'AIB. Donc, j'ai largement parlé des AIB, je vais parler également d'autres mesures qui concernent les droits d'enregistrement. Ce qui est utile en matière de droits d'enregistrement, c'est les paiements différés des droits d'enregistrement. Vous savez que avec les gros projets que nous avons, il y a certaines entreprises qui demandent souvent à payer de façon différée les droits d'enregistrement. Par principe, dans tous les pays, les droits d'enregistrement sont des droits spontanés comme des droits douaniers où vous payez avant de faire la formalité. Mais dans certaines circonstances, les montants à payer sont très élevés et les entrepreneurs demandent à bénéficier d'un paiement fractionné. À titre exceptionnel, on demande au ministre de comprendre la situation et de faciliter la vie. Et nous avons intégré cette pratique-là dans la loi. Pour dire officiellement, dans la loi, il est inscrit que au cas où l'État serait pas élevé, l'entrepreneur peut demander donc un paiement différé. Il en est de même des règles de remboursement des droits d'enregistrement. Lorsque l'État résilie de façon unilatérale les contrats,
la loi prévoit un remboursement, ce qui n'était pas possible, ce qui n'était pas possible jusque-là. J'en arrive au point 9, les règles de report déficitaire. Dans notre législation, les reports déficitaires sont imputables sur 3 ans. Nous passons de 3 à 5 ans. Il s'agit de quoi? Vous réalisez une perte au titre d'une année. Le traitement des pertes au plan comptable, ça c'est l'affaire des comptables, je ne rentre pas dans ce détail. Mais au plan fiscal, on considère que la perte que vous réalisez au titre d'une année peut être considérée comme une charge pour les autres années, c'est-à-dire vous réalisez une perte de 10 francs en N. Cette perte va être imputée sur éventuellement les bénéfices que vous réalisez en année N plus 1, N plus 2, N plus 3. Maintenant, c'est ce délai qu'on a prorogé à 5 ans parce que en lien avec les dons faits à l'État par les entreprises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, certaines entreprises ont dépensé énormément d'argent et le délai de 3 ans ne suffirait pas pour absorber éventuellement les pertes que pourrait générer cette dépense exceptionnelle. Donc, on a prorogé à 5 ans et concomitamment, nous avons supprimé les reports déficitaires dont la gestion est assez difficile, non seulement pour l'administration, mais aussi pour les entreprises, surtout qu'il s'agit donc de techniques fiscales assez complexes que les entreprises même ne maîtrisent pas. Donc, on a estimé qu'il faut simplifier le système en faisant des choses qui avantagent tout le monde, donc reporter les déficits sur 5 ans, 3 ans. Une dernière mesure au niveau des mesures de soutien concerne la patente que nous appelons complémentaire, qui est payée par les entrepreneurs à l'occasion de l'exécution de certains travaux publics. Là aussi, parfois les montants sont élevés. Et on a estimé qu'il faut légiférer sur un paiement fractionné. Donc, à partir du moment où le montant de la patente est supérieur à 10 millions, l'entreprise a la possibilité de demander un paiement fractionné et on doit pouvoir... On a profité pour préciser les délais donc, lorsque le paiement est fractionné. Il y a également la prise en compte des provisions pour créances coûteuses. Banque. Au niveau des banques, la nouvelle loi a internalisé une directive de l'UEMOA sur la déduction des provisions pour créances coûteuses lorsque ces provisions, lorsque les créances ont une durée de 5 ans au moins. Et bien entendu, c'est sous réserve du contrôle de l'administration. Les banques peuvent déduire ces provisions pour éviter que les résultats ne soient mauvais au niveau de ces banques. Respect des règles prudentielles, contrôle de l'administration des impôts, transparence de ces opérations. Une troisième mesure phare contenue dans la loi de finances, c'est la solution trouvée au problème de la facturation ou non de la TVA par les entreprises relevant du régime de la TPS. Tout le monde attendait cette mesure parce que nous avons beaucoup de plaintes sur cette question. La solution qui a été trouvée à travers la loi, c'est de permettre à titre dérogatoire aux entreprises relevant de la TPS d'indiquer clairement le montant de la TVA sur leurs factures lorsqu'il s'agit d'opérations
réalisée avec les collectivités territoriales, les sociétés et offices d'État. Clairement la TVA et ces structures au moment du paiement procéderont à une retenue à la source de 100%. Merci. Ce problème est définitivement réglé. Les entreprises de la TPS pourront bien respirer. Alors, celles qui ne sont pas à la TPS, parfois se retrouvent dans une situation de crédit d'impôt parce que l'État procède à une retenue à la source de 40%. Si d'aventure l'entreprise a pour seul client l'État, à chaque occasion de facturation, l'État fera une retenue de 40%. Mais elle aura payé la TVA à 100% en amont. Qu'on le veuille ou non, elle sera toujours en situation de crédit de TVA, dû à la retenue faite par l'État. La loi prévoit désormais que dans ces conditions, sur demande de l'entreprise, le ministre de l'Économie et des Finances est autorisé à prononcer une suspension de la retenue à la source pour lui permettre de faire l'imputation intégrale du TVA payé en amont. Bien entendu, ne peut pas s'appliquer aux entreprises de la TPS, puisque c'est à titre obligatoire qu'elles vont mettre juste la TVA sur leur facture. Alors, vous avez constaté avec moi que la loi de finances jusque-là comporte beaucoup plus de mesures d'allègement, de facilitation des formalités pour les entreprises. Et vous verrez qu'il n'y a pas eu de mesures d'armement du système ou de nouvelles mesures tendant à demander aux entreprises de payer plus d'impôts. Au contraire, ça permet de faciliter les choses et c'est le but. La deuxième mesure qui vise la modernisation de la législation fiscale. À ce titre, pour la première fois, nous avons intégré dans le Code général des impôts ce que nous appelons le rescrit fiscal. Dans les grands pays, il y a le rescrit fiscal, pendant que la direction générale l'a mis dans le Code des impôts, la douane également l'a inséré dans le Code des douanes à travers la loi de finances 2021. Au niveau de la douane, ça ne s'appelle pas le rescrit fiscal, mais ça s'appelle l'accord préalable. Je vais voir la bonne expression tout à l'heure pendant la pause. De quoi s'agit-il? Vous êtes en face d'une situation de fait pour laquelle vous ne trouvez pas la solution dans la législation. Qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez à l'administration, vous demandez officiellement sa position par rapport aux faits. Et l'administration vous répond dans une délai. Et vous gardez ce document qui s'oppose désormais à l'administration de sorte qu'aucun inspecteur ne peut revenir vous faire un redressement contraire à cette position de l'administration. Elle est valable jusqu'à ce que l'administration revienne sur la position. Mais elle n'est valable que pour les faits rapportés à l'administration et par rapport à la solution qu'elle vous a donnée. Il y a au quotidien suffisamment de faits et de problèmes que les entreprises rencontrent dont la solution ne se retrouve pas forcément dans le Code des impôts. Même dans les grands pays, il y en a. Tout n'est pas indiqué dans la loi. Vous allez vous retrouver dans des situations assez complexes et peut-être votre expert comptable vous donne un avis, un agent des impôts vous donne un avis contraire, l'avocat vous donne un troisième avis et vous êtes embarrassé. La simple chose, c'est de saisir l'administration par un rescrit pour vous exposer strictement les faits et elle vous donne une réponse.
La différence, c'est qu'en l'absence d'une disposition expresse dans la loi sur le rescrit, les réponses que l'administration vous donne ne sont souvent pas encadrées et ne vous sécurisent pas. C'est la différence entre le rescrit et la situation dans laquelle on était. C'est-à-dire que le cadre de la réponse est bien tracé et la loi dit qu'on ne peut plus revenir là-dessus. Et ça rentre dans le cadre de la sécurité juridique dont les entreprises doivent bénéficier de la part de l'administration fiscale. Donc ça, c'est une avancée majeure. Donc je souhaite que tout le monde en profite. Mesures pour faciliter également les relations avec les usagers, c'est désormais la version dématérialisée des systèmes, des machines de facturation certifiées. Jusque-là, on a des équipements qui sont achetés par les entreprises. À partir de février, nous mettrons sur le marché des versions dématérialisées, des systèmes dématérialisés pour faire la facture normalisée. On pourra revenir là-dessus tout à l'heure dans les débats. Il y a également la dématérialisation des procédures au niveau des formalités de l'enregistrement. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est aussi des points de difficulté avec les entreprises où elles souhaitent que la formalité se déroule très vite. On a entamé, on a amorcé une procédure de dématérialisation et ça va continuer. Donc la loi a été modifiée en conséquence pour prévoir des attestations d'enregistrement au cas où on passerait très rapidement à un système dématérialisé de la formalité de l'enregistrement. Mais en attendant, et dans les jours à venir, nous allons déconcentrer le service de l'enregistrement, de sorte que si vous êtes dans la direction des grandes entreprises, vos actes seront enregistrés à la DGE. Si vous êtes aux moyennes entreprises, vos actes, surtout les contrats, seront enregistrés auprès de votre service de base. Donc, on va vous éviter un peu comme on l'a fait pour la patente, d'aller payer les impôts, TVA et autres en ligne, payer la patente dans les sites, payer les droits d'enregistrement dans un troisième service. Progressivement, nous mettons en place un interlocuteur fiscal unique où vous allez dans votre service, vous remplissez donc toutes les formalités en un seul lieu et ce serait donc pour la prospérité des affaires et pour l'amélioration des recettes fiscales. Je vous remercie. Merci, Monsieur le directeur général des impôts. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre la présentation sur les mesures fiscales privées dans la loi de finances publiques. L'exonération de la patente qui court aujourd'hui une année entière. Pour les crédits d'AIB, la mise en place d'un système de déclaration spontanée en ligne. Les règles de report déficitaire, le délai passe de 3 ans à 5 ans. La facturation de la TVA aux entreprises relevant de la TPS. On a permis à ces entreprises, à titre dérogatoire, d'indiquer le montant de la TVA sur leur facture quand il s'agit d'activités entre elles avec l'État, les collectivités locales et autres. La définition d'un cadre juridique des rescrits émis par la Direction générale des impôts. Alors, le directeur général des impôts a également donné des conseils aux entreprises. Il leur a demandé de faire des déclarations sur l'honneur, de se formaliser, de déclarer leur crédit d'AIB, de saisir l'administration par un respect. Mais j'ai beaucoup apprécié dans sa présentation qu'il a reconnu
que les entreprises aient tout fait et qu'à travers ces mesures, elles vont respirer, elles vont mieux respirer. Et nous allons voir à travers les questions si les entreprises, avec ces mesures, respirent bien. Nous allons donc prendre les intervenants. Je rappelle que celui qui veut intervenir ouvre son micro et le ferme après son intervention. Merci bien. Merci. Premier intervenant. Ok, nous allons prendre Monsieur Rodrigue Bedji. Monsieur Rodrigue Bedji a la parole. Oui, bonjour, monsieur le directeur. Merci pour votre brillante exposé. Bon, je voudrais poser une question par rapport à l'AIB, par rapport à la nouvelle disposition. Qu'en sera-t-il par rapport au crédit d'AIB que nous avions précédemment et qui n'avait pas été apuré avant le 31 décembre 2020? Merci beaucoup. Monsieur Maxime Tia. Écoutez, alors, vous m'entendez? Oui. Écoutez, bonjour, je suis Maxime Tia, conseiller à l'ambassade du Bénin à Paris. Donc, je salue donc ce café, cette tradition qui reprend au titre de cette année. Et je voudrais remercier le directeur général des impôts et saisir cette occasion pour formuler une doléance, qui est de savoir si nous pourrions obtenir une synthèse, n'est-ce pas, de toutes ces mesures, parce que nous avons ici pas mal d'entrepreneurs de la diaspora qui souhaitent voilà, investir au pays, monter des business, ou en tout cas qui envisagent de monter des affaires au pays. Donc, de la documentation nous permettrait donc de satisfaire à certaines requêtes qui sont formulées en direction de l'ambassade. Voilà un peu ma préoccupation, ma doléance. Je vous remercie. Merci bien. Monsieur Koumapaï. Bonjour et merci au directeur général pour la présentation. Ma préoccupation est celle-ci. Elle concerne essentiellement l'AIB. Pour l'AIB, la réforme qui est mise en place, c'est de faire les déclarations maintenant en ligne. Première préoccupation, pour les entreprises qui se faisaient prélever l'AIB. Il est parti. Monsieur Somako peut prendre la parole d'abord si Monsieur Koumapaï est parti. Oui, bonjour. Je parle à la place de Monsieur Somako. Je voudrais demander une question par rapport à la plateforme de l'AIB. Le 31 décembre, il fait que nous pouvons mettre les AIB en ligne. Il y a certaines déclarations douanières qui ne passaient pas. Ça mettait que le numéro n'existait pas, le numéro de la quittance et tout ça. Donc, on s'est rapproché de nos services, mais on n'a pas pu avoir satisfaction. Donc, à ce jour, on a juste envoyé un courrier pour dire qu'on n'a pas pu faire ces AIB-là. Donc, qu'en sera-t-il de ces AIB qu'on n'a pas pu mettre sur la plateforme? Merci. Merci bien. Monsieur Akoton. Oui, bonjour. Merci pour le directeur pour sa présentation. En fait, ma préoccupation concerne surtout les structures qui sont sous le régime de la TPS. Je voulais savoir, le directeur, lors de sa présentation, avait dit que lorsque ces derniers sont en activité ou en contrat avec les structures étatiques des collectivités, qui peuvent ressortir le montant de la TVA sur les factures, sur les différentes factures. Est-ce que ces montants vont alléger après leur crédit de TPS? Je n'ai pas compris au fait pourquoi ils peuvent ressortir ça.
s'ils ne peuvent pas en bénéficier. Merci bien. Maître Elvire Rion. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur général. Merci, madame. Ça concerne la facturation. On ne vous entend pas bien, maître. J'ai dit, c'est mieux maintenant? Oui, c'est bon. Bon, merci beaucoup. Bonjour, monsieur le directeur général. Merci, monsieur le directeur général, plutôt. Merci, madame Vidéonou. J'aimerais savoir, ma question concerne la facturation électronique. J'aimerais que le directeur général partage avec nous la façon, comment va être gérée, j'allais dire, la transition ou pas des personnes pour les entreprises qui ont déjà acheté, j'allais dire, ces machines très peu pratiques et qui veulent passer à l'utilisation de l'application. Comment ça va être réglé pour que... comment ça va être réglé? Voilà, pour que la charge ne soit pas... Je vous remercie. Merci bien. Monsieur Mameton Darius. Bonjour madame. Je suis Darius Mameton et mes meilleurs vœux au directeur des impôts pour sa brillante présentation. Je voudrais savoir par rapport à l'exonération des entreprises nouvellement créées à la TPS et à la patente pour les 12 premiers mois. Cela voudra dire qu'après avoir exercé pour les 12 premiers mois, à ma déclaration, je ne perds rien. Est-ce qu'il n'y aura pas des entreprises ou des promoteurs vicieux qui vont créer des structures et exercer pendant 12 mois et l'abandonner? C'est ma question. Merci bien. Monsieur Serge Auguste Bata. Merci. Moi, j'ai un problème par rapport aux entreprises qui sont à la TPS et qui doivent envoyer des aux entreprises qui sont obligées. On ne vous entend pas bien, s'il vous plaît, monsieur Bata. Vous me recevez maintenant, c'est mieux? Bon, parlez un peu plus fort encore, parce que là... Ok. Alors, moi, je voudrais parler au sujet des entreprises qui sont à la TPS et qui doivent facturer et qui doivent envoyer des factures aux entreprises qui sont au régime réel. Alors, qu'est-ce que nous devons leur payer réellement? Leurs factures, puisque vous avez dit qu'ils doivent faire ressortir la TVA, c'est leur facture hors taxe que nous devons leur payer réellement ou leur facture TTC. Parce qu'un problème se pose. Si c'est leur facture TTC que nous devons leur payer, alors que nous ne pouvons pas récupérer la TVA sur leur facture, ça nous pose un problème. Merci. Merci bien. Monsieur Amoussou Dito. Oui, bonjour madame. Moi, je voudrais savoir par rapport à la défiscalisation des allocations de stage. Vu qu'il s'agit des stagiaires professionnels et académiques, je voulais savoir de quoi il s'agit. Est-ce que c'est des stagiaires professionnels ou académiques? Merci. Eux aussi, par rapport à la CNSS, qu'est-ce qu'il en est? Merci. Ok, nous allons laisser le directeur général des impôts répondre à cette série de questions. Nous allons poursuivre après. Merci, monsieur le DG. D'accord, merci. Je voudrais dire un sincère merci à toutes les personnes qui ont pu poser des questions. Sur l'AIB, que faire des crédits antérieurs? Je l'avais évoqué rapidement. Nous avons mis en place une plateforme de déclaration des crédits antérieurs, douane et crédits payés en régime intérieur. Les
titulaires de ces crédits vont procéder sur la plateforme aib.impôt.bj à la déclaration de leurs crédits. Le délai, c'était le 31 décembre que nous venons de proroger jusqu'au 31 janvier. Donc, ils en auront jusqu'au 31 janvier prochain pour faire les déclarations. Ensuite, nous allons étudier l'ensemble de ces réclamations de crédit et valider les montants de crédit à leur attribuer. En dehors de cela, nous allons leur communiquer également les montants et leur dire comment les utiliser pour payer leurs différents impôts. Donc le processus est en cours, ce n'est pas abandonné, donc ils peuvent aller déclarer leur crédit antérieur sur aib.impôt.bj. Certaines entreprises ont rencontré des difficultés à l'occasion donc de la déclaration en ligne de ces crédits. Ils se sont rapprochés peut-être de nos services et n'ont pas trouvé de solution. Je leur propose de déposer à nouveau leur demande en version papier, cette fois-ci au bureau 13 de la DGI au rez-de-chaussée. Deuxième point sur la doléance de l'ambassade de France, c'est justifié. Nous allons prendre avec la CCIB les dispositions nécessaires et certainement passer par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération pour que, en dehors de l'ambassade du Bénin en France, que les autres ambassades et nos compatriotes, l'ensemble de nos compatriotes de la diaspora puissent en profiter. La TPS et la TVA. J'expliquais tantôt que désormais, les entreprises de la TPS sont autorisées lorsqu'il s'agit de l'État, des collectivités territoriales ou des sociétés offices d'État de facturer à titre dérogatoire la TVA. Mais comme elles n'ont pas atteint le seuil d'assujettissement à la TVA, c'est une dérogation dont elles bénéficient pour juste facturer et l'entreprise chargée, la structure chargée du paiement fera la retenue à la source des 100%. Alors, la question était de savoir si celui qui est chargé du paiement doit-il procéder au paiement en TTC ou en OTAS. Bien entendu, ce sera le montant OTAS, puisque la retenue se fera à 100%, donc à la source. Je crois que ça ne doit poser aucun problème. Vous facturez, si c'est 100 francs la prestation, vous gardez vos 100 francs, vous ajoutez la TVA de 18 francs de l'État. La structure chargée du paiement procède à la retenue à la source des 18 francs et vous paye votre OTAS de 100 francs. Un autre voulait savoir comment gérer les crédits de TVA. Dans ce cas, il n'y a aucun crédit de TVA, puisque à partir du moment où vous n'êtes pas assujetti à la TVA, je suppose que vous achetez des fournitures de bureau que vous revendez à l'État. Au moment de l'achat des fournitures de bureau, vous obtenez une facture avec la TVA. Mais comme vous n'êtes pas assujetti à la TVA, votre achat sera comptabilisé avec la TVA, donc TTC. Si les fournitures ont coûté 118 francs TTC, vous allez raisonner en termes TTC, vous avez acheté vos fournitures à 118 francs. Celui qui est assujetti à la TVA raisonnera autrement et dira qu'il a fait ses achats de fournitures à 100 francs, parce que lui va imputer les 18 francs de TVA sur sa TVA collectée. Et c'est là également toute la problématique que les entreprises n'analysent pas toujours. Est-il plus avantageux d'être exonéré de la TVA ou d'être assujetti à la TVA? La réponse au plan économique, au plan fiscal, est non. Ce n'est pas avantageux d'être exonéré de la TVA. C'est plutôt pénalisant pour l'entreprise d'être exonérée de la TVA.
Parce que quand vous êtes exonéré de la TVA devient un coût pour vous. Ça rentre dans votre coût de production, dans votre prix d'acquisition. Vous ne déduisez pas, alors que si vous êtes assujetti, vous facturez et vous récupérez ce que vous avez payé en amont et la TVA est neutre et n'agit pas sur votre prix de vente. Mais beaucoup n'intègrent pas ça dans leurs activités. Je connais bien le raisonnement parce que, bon, on veut toujours s'aligner au prix du marché et finalement on disparaît parce qu'on ne peut pas toujours supporter, puisque quand on fait comme ça, la TVA vient finalement royer sa marge et après tout l'entreprise disparaît. Donc quand vous pensez que ce n'est pas bon d'être à la TVA, c'est pénalisant, ce n'est pas si vrai que ça. La seule contrainte que vous avez à être assujetti à la TVA, c'est de suivre régulièrement vos affaires, de tenir une bonne comptabilité. Si vous tenez une bonne comptabilité, la TVA jouera son rôle d'impôt neutre. Bien, je crois avoir répondu à cette question. Facture normalisée. La facture normalisée, comment faire la transition entre les machines physiques et les machines, le système dématérialisé? Contrairement à ce que Maître Billon, que je salue au passage, dit, on ne peut pas dire que les machines ne sont pas adaptées. Il y a des secteurs d'activité, et vous verrez, pour lesquels le système dématérialisé ne sera jamais adapté. Et ces personnes vont demander toujours à utiliser la version physique de l'outil. Si vous utilisez la version physique de l'outil, puisqu'il y en a de deux types, il y a le petit système qui est l'UF, l'unité de facturation. Cet outil vous dispense de l'acquisition d'un logiciel de facturation. Mais là, c'est pour le petit commerce, les petites activités. Vous n'avez pas besoin d'un logiciel de facturation. Donc, et pour revenir à la transition, la loi a prévu un remboursement des frais d'acquisition des machines lorsque vous l'utilisez pendant une année. Donc, on va respecter simplement les dispositions de la loi. Vous l'avez effectivement utilisé pendant une année, on vous remboursera simplement, puisque c'est dit au départ, on ne changera pas la règle du jeu au cours du jeu. La loi avait déjà dit qu'on rembourse après une année d'utilisation, on va rembourser. Maintenant, la version dématérialisée ne sera pas payante. Elle exigera des entreprises qui ont un système de facturation, c'est-à-dire un logiciel de facturation, une intégration avec notre système. Je voudrais donner à ce sujet deux précisions. On aura deux types de versions dématérialisées. Le premier, les entreprises qui utilisent un logiciel de facturation. Nous allons leur communiquer une API que les informaticiens connaissent, c'est-à-dire un code. Et ils vont procéder à l'intégration de ce code avec notre système. C'est-à-dire que leur logiciel de facturation va pouvoir être à même de parler, de communiquer avec le nôtre. Et automatiquement, les factures pourront obtenir des signatures sans qu'il y ait une machine physique. Ça, c'est pour ceux qui ont des logiciels de facturation, c'est pour les grandes, les moyennes entreprises. On aura un deuxième système dématérialisé et c'est ça qui va être déjà disponible à partir du 1er février prochain. Ça, c'est pour les PME, les consultants individuels. Je suis professeur d'université ou bien je suis ingénieur à la retraite. Quelqu'un me sollicite pour animer une formation et à la fin, on me réclame une facture normalisée. Je suis médecin vacataire, je n'ai pas de cabinet, je prends des gardes dans plusieurs centres de santé.
je ne peux pas acheter dans ces conditions une machine. Donc, je me connecte simplement sur la plateforme avec mon IFU et le système le schéma de facture normalisé apparaît avec mon IFU. Je remplis, je fais la facture et après avoir validé, le système me donne le QR code, la signature DGI et je pourrais l'enregistrer sur mon ordinateur pour l'imprimer quand je voudrais. Donc ça, gratuit, simple à être utilisé à partir du 1er février prochain. Donc voilà pour ce qui est de la version dématérialisée des factures. Les entreprises nouvelles, effectivement, il y a ce risque qui a fait que le législateur avait mis en place des mesures d'exonération des entreprises nouvellement créées et est tout le temps revenu sur la mesure. Et le gouvernement a décidé maintenant de faire le pas. Et définitivement, même s'il y a des risques, ces risques vont pouvoir être gérés dans la mesure où la création d'entreprises également est dématérialisée avec mon entreprise.bj. La Direction générale des impôts communique avec mon entreprise.bj et récupérera en temps réel les créations d'entreprises. La loi fait obligation à ces entreprises, même si elles bénéficient d'une exonération, de pouvoir remplir leurs obligations déclaratives. C'est-à-dire que vous ne payez pas d'impôts, mais en fin d'année, vous devez déposer vos comptes financiers. Donc, ces personnes seront en infraction de n'avoir pas déposé les comptes financiers et le reste avec l'identifiant fiscal unique et les liens qu'on fera autour, on pourra donc maîtriser en tant soit que ces techniques de fraude qui sont bien connues. Les stages professionnels académiques ou les stages défiscalisés académiques ou professionnels, c'est bien, il s'agit des stages académiques, des stages qui permettent aux apprenants donc d'achever leur formation ou que le stage est bien nécessaire et indispensable. Est-ce que les allocations CNSS également sont dispensées? Non. Non, je sais que au niveau des règles de sécurité sociale, l'entrepreneur a même tout intérêt à souscrire au niveau de la CNSS tout au moins au risque professionnel. Parce que si vous avez un stagiaire qui quitte les lieux de stage en voulant rentrer chez lui, s'il fait par exemple un accident, il faut que le risque soit couvert, l'entrepreneur en principe, en payant la cotisation pour risque professionnel, donc s'assure donc des désagréments qui pourraient être posés à ce stagiaire. Donc ce n'est pas le même régime, je crois qu'au niveau de la sécurité sociale, il y a tout au moins le risque professionnel à payer. Je crois avoir répondu à l'ensemble des questions. Ok, merci bien, DGI. J'ai eu un temps de questions sur mon portable venant d'un opérateur économique qui dit ceci. Pourquoi la dispense du ministre chargé des Finances concerne seulement certaines entreprises qui sont potentiellement en situation de crédit structurel et pourquoi ne pas l'élargir à toutes les entreprises? La deuxième question, pourquoi instituer un taux de 5% pour les frais de service applicables aux personnes physiques et morales payant des impôts et taxes au guichet au lieu d'utiliser des services de paiement électronique, alors que les problèmes de connexion demeurent? Je vous remercie et je pense que, comme vous l'avez dit, il y a eu plusieurs améliorations. Je suis le président de l'association des promoteurs de carrières et renouvelées. Nous avons quelques préoccupations concernant déjà les améliorations que vous avez apportées par rapport aux difficultés qu'on avait l'année dernière. Mais on a encore un petit souci, c'est qu'aujourd'hui, on a dit que les maires doivent prendre des arrêtés pour pouvoir fixer les TDR. Donc, on a précisé
dans l'article que par défaut de la prise de ces nouveaux arrêtés, les arrêtés existants doivent être considérés. Aujourd'hui, les arrêtés existants ne rentrent pas dans le cadre de la loi. Bien sûr, l'association a commencé déjà quelques démarches, mais c'est un peu comme ça que ça s'est passé l'année dernière et on a tiré sur le temps et finalement, plusieurs de nos entreprises ont été vraiment pénalisées. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va se faire par rapport à cette situation. La deuxième question est un peu plus d'ordre général. En tout cas, ça concerne beaucoup notre secteur en France. De taxes ou de redevances que les sociétés sont amenées à payer, on constate quelquefois que le système n'est pas bien encadré. De sorte que chaque administration décide d'appliquer des redevances ou des dispositions qui, quelquefois, pourraient être un peu discutables. On a quelques situations dans notre secteur. On a déjà posé, dans le cadre des discussions qu'on a eues sur la TPL, on a profité pour poser ça à différents niveaux, à l'Assemblée nationale, où on a été retenu dans le cadre du dialogue avec le secteur privé. On a posé ça au niveau du Conseil économique et social aussi. Et on pense qu'il est peut-être mieux de bien fixer ces cadres. On a eu une dernière situation, je crois qu'il a commencé courant novembre-décembre, où aujourd'hui, pour les carrières exerçant au Bénin, lorsque nous importons les matières, comme les matières explosives, il nous a été, c'est tombé sur nous, un peu comme ça, mais il nous a été aujourd'hui, on est amené à signer des contrats avec des pharmaciens pour importer des explosifs et à payer ces pharmaciens. Plusieurs membres sont confrontés à cette situation aujourd'hui, des discussions sont en cours et tout ceci représente des coûts. Et on pense qu'il vaut mieux que les différentes redevances, les différentes taxes spécifiques concernant des secteurs donnés, il vaut mieux que ce soit encadré. Sinon, chaque jour, il y a quelque chose qui vient et cela pèse. Comme on l'a dit avant, cela pèse sur l'activité et à la fin, ça pèse sur l'État. Dernier petit élément, c'est par rapport à la plus-value sur la cession d'immeubles qui, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, va être réintégrée au résultat. Je voulais savoir si pour les SCI, les sociétés civiles immobilières, est-ce que cette disposition... Je disais que tout à l'heure, le directeur a donné l'exemple de dons octroyés à l'État dans le cadre de Covid. Je voudrais juste savoir si ce don ne respecte pas le principe de 1 pour 1000 du chiffre d'affaires ou que ce don sera déduit totalement comme dépense au cours de l'année. Ma deuxième préoccupation, je pense que les dispositions prises pour le traitement des stagiaires, nous risquons d'avoir des stagiaires employés. À mon avis, si le stagiaire est pris au-delà de 3 mois, renouvelable une fois, ça veut dire qu'il est dans l'entreprise comme stagiaire ou de long moment et traité comme tel. Quelles sont les dispositions qui sont prises pour vraiment limiter pour que les entreprises ne profitent pas de cette situation et garder les stagiaires à vie? Merci bien, M. Abéli Jean-Baptiste. M. Abéli, il n'est pas là? Oui, je suis là. Ok, allez-y, s'il vous plaît.
Oui, merci madame. Bonjour à tout le monde. Bonjour au directeur. Merci pour la présentation. C'est toujours par rapport aux mesures d'exonération pour les stagiaires. Je voudrais savoir, surtout dans le secteur des BTP, où on enregistre des stagiaires au-delà de 30 ans. Dans sa mesure tout à l'heure, il y avait une question d'âge qui était évoquée. Je voudrais qu'il nous explique davantage par rapport à l'âge. Et surtout par rapport à ce que mon prédécesseur a dit, on risque d'avoir des stagiaires qui vont végéter dans des entreprises parce que cette mesure est prise bel et bien. Donc, je voudrais que le directeur revienne sur la question de l'âge. Merci beaucoup. Merci bien. Dans la salle, monsieur Sado. Merci, madame la présidente. Moi, c'est Sado. Je suis du groupe de travail fiscalité. Je suis assistant de la présidente du groupe de travail fiscalité. Et j'ai cette préoccupation que je prise en compte, notamment concernant la dématérialisation de la facturation normalisée. Mais il reste trois choses. La première préoccupation concerne les frais de siège. Les frais de siège sont qui concernent notamment les frais d'assistance technique, comptable financière et les frais d'équipe. Et qui passent désormais de 20% des frais généraux à 7% du bénéfice imposable. Et ça concerne notamment l'article 21. Ça, c'est une préoccupation 20% à 5%. C'est vrai que les 20% sont sur les frais généraux et que les 5% sont sur le bénéfice imposable. Mais nous devons quand même que la réduction a été pensée pour ne pas aller à 10% du bénéfice imposable. Étant entendu, bien entendu, que c'est des frais quand même qui présentent un caractère important dans la gestion des entreprises. La deuxième préoccupation, ça concerne l'article 224 qui mérite d'être revu. Parce que vous l'avez bien dit dans votre déclaration, dans votre explication, que les opérations de la TVA n'avantagent pas les entreprises. Au plan fiscal, au plan financier. Alors, par rapport à cela, est-ce que vous ne pensez pas que les entreprises qui sont à la TPS et qui n'ont pas cette possibilité de balance et de faire fonctionner la TVA comme un impôt bleu, il va falloir que ces entreprises partent simplement leur partie un montant en taxe. Parce que dès qu'ils mettent pas de dérogatoire à la TVA, alors que de l'autre côté, ils ne peuvent pas récupérer, ça pose un problème. Donc, ils sont complètement pénalisés. Ma troisième préoccupation, ça concerne la 1111, qui mérite aussi d'être revue. Nous saluons au passage, je t'aime saluer au passage des points concernant l'AIB pour les entreprises qui sont réelles, pas les autorités, les gouvernements mondiaux. Mais à ce niveau, étant donné que la TPS est un impôt obligatoire, est-ce que vous pensez qu'il faut encore prélever l'AIB pour les entreprises qui sont obligées de la TPS alors que l'AIB est un prélèvement définitif? Ça pose encore un problème pour les gens de ces entreprises qui, pour la plupart, c'est vrai, le seuil est fixé à 50 millions, mais lorsque vous sortez aux services, vous allez constater que la plupart, c'est 2 millions, 3 millions, 5 millions. La plupart. Mais voilà, il faut prélever encore l'AIB à titre définitif pour cette entreprise-là. Déjà doublement frappée par la TVA, qui n'arrive pas à jouer le rôle de l'impôt. Alors, c'est des préoccupations à mon niveau. Et je pense au niveau aussi du travail fiscal. Merci. Merci, madame. Oui, monsieur, présentez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Marius, comptable fiscal. Merci, monsieur le DG, pour votre opinion exposée. J'ai une seule préoccupation. C'est par rapport à l'article 1084 en 7, alinéa 2, qui parle du passage, à mon avis, un peu forcé de la TPS au régime réel. Alors, pour ne pas faire une grande long dessus, je vois ici tout contribuable dont le montant en taxe des achats de biens et services, équipements et celui des contrats en parenthèse
privés ou publics signés dépassent le seuil de 50 millions, est désormais tenu de se soumettre aux dispositions relatives au régime réel. Alors, j'aimerais que vous explicitez cette disposition-là, parce qu'il y a une confusion à mon niveau, ou bien c'est à mon niveau où je suis le Merci. Merci bien, monsieur Atakopol. Merci beaucoup, madame la présidente. Moi, c'est Paul Akako, je suis le secrétaire exécutif de l'association des promoteurs de carrière. Donc, la préoccupation, je remercie le DGIMPO comme mon président pour tout ce qui a été fait par rapport à notre secteur, notamment la TPS. Je profite de votre présence en fait pour poser une question qui n'a forcément pas lien avec la loi de finances, c'est par rapport à la plateforme des services en ligne, notamment l'IFU. Ces derniers moments, des gens nous ont sollicité, les parents, parce qu'on les encourage quand même à se faire et à établir l'IFU. Et on va sur la plateforme, j'ai essayé plusieurs fois, vous commencez, vous êtes bloqué, notamment au niveau du téléchargement des fichiers. On a de problèmes, on n'a pas de retour pour savoir ce qui bloque le téléchargement du fichier et on ne sait pas comment avoir quel interlocuteur s'adresser pour quand même nous aider. Et l'autre difficulté, c'est est-ce que ce n'est pas possible que les données, par exemple, lorsqu'on fait des enregistrements par rapport aux impôts, c'est possible de sauvegarder les données. Alors, est-ce que ce n'est pas possible de sauvegarder les données que l'on a commencé à enregistrer au niveau de l'établissement de l'IFU? Parce qu'à chaque fois que vous allez sur la plateforme, vous devez recommencer tout le processus. Voilà ma préoccupation. Je vous remercie. Merci bien. Fructueux à la parole. Fructueux n'est pas là. Bonjour, bonjour. Merci pour la présentation. Ok. Ma question concernant l'AIB de 3%. Ok. J'aimerais demander si l'AIB de 3% est pour les professions libérales consultants ou bien pour les professions libérales société. Merci bien. Ensuite, j'aimerais savoir concernant les sociétés nouvellement créées, qu'en sera-t-il de la compte de la patente ou de la TPS due l'année suivante, c'est-à-dire en N+1, dont le délai sera passé puisque l'impôt sera dû le premier jour de l'année suivante. Merci. Il n'a pas bien compris la question. Ok, s'il vous plaît, madame, il a un collègue à côté qui peut reprendre la question. Ok. En fait, c'est concernant les 12 mois d'exonération là. Vous aviez dit que l'entreprise est exonérée pendant 12 mois. Mais dès le premier jour du mois suivant, on est déjà redevable des impôts. Maintenant, si par exemple je prends une société créée le 1er mars de l'année N, elle sera exonérée jusqu'au 1er mars de l'année N+1. Mais en temps, le délai de la compte de la patente ou de la TPS selon le cas serait déjà passé depuis le 31 janvier. Est-ce que au premier jour du mois suivant les 12 mois d'exonération, l'entreprise sera toujours redevable de la compte de la patente de l'année suivante, puisqu'on est déjà dans un autre exercice en fait. Donc voilà ma question. Merci bien. Monsieur Lianidi. Monsieur Lianidi, s'il n'est pas là, monsieur Amélis. Amélis, oui. Je remercie le directeur général pour la présentation. Je suis le directeur général de membre de la Commission mondiale de l'UNESCO, des méthodes sur les ODD et les EDD.
sont des réformes qui arrivent. Nous travaillons avec les juillet passé. Les réformes sont l'ordre à informer les États membres sur l'éducation au service de c'est défini que les autres pays ne seront pas en démission. Il faut reviser pour pouvoir commencer à devenir éducateur de ces services à ces consommateurs. Nous avons essayé de faire 2 ans, puis après nous travaillons à ça. Il faut avoir le document en mai prochain et nous allons se présenter également pour voir comment nous gouvernants, mairie, en attendant, nous sommes obligés d'attendre. Voilà, où j'ai aidé ce corps d'exercice par rapport à l'exercice qu'on a réalisé sur pour contribuer à cette réforme. J'avais fait dans le public, quand les programmes et il a arrivé dans les passés. Sur l'état béninois pour le mois 2021 à 2026, obligé de prendre en compte le régime d'éducation, et de lever tout le monde parce qu'on a des contributions sociales. Nous travaillons à ça, mais dès les prochains. Merci bien. Nous allons mettre fin aux séries de questions. Je vais demander au DGI de donner quelques éléments de réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais remercier le dernier intervenant. Nous allons nous rapprocher de lui pour échanger sur ces questions qui intéressent aujourd'hui la fiscalité parce qu'elle doit également contribuer à l'atteinte des ODD. Alors donc, il y a eu beaucoup de questions et je crois que la CCIB ne s'est pas trompée en organisant cette séance. Certainement qu'après celle-ci, nous allons organiser d'autres sur diverses thématiques pour informer nos opérateurs économiques. Les dispenses de crédit de TVA, pourquoi les limiter seulement à certaines entreprises? Oui, toutes les entreprises n'ont pas des problèmes de crédit de TVA. Il y a des entreprises dont l'activité ne permet pas de cumuler des crédits de TVA. Soit elles n'ont jamais de crédit, soit elles ont exceptionnellement des crédits sur 1, 2, 3 mois et puis c'est terminé, c'est absorbé. Par contre, je donnais l'exemple d'une entreprise, peut-être dans le secteur des BTP, qui n'a que pour client l'État. Elle va payer en amont la TVA sur ses consommations de biens et services et facturer la TVA à l'État qui, lors du paiement, fait une retenue à la source de 40%. Elle peut se retrouver facilement ou elle doit se retrouver en situation de crédit. Et jusque-là, les dispositions légales ne nous permettent pas de dispenser cette entreprise de la retenue parce que le Trésor fait systématiquement la retenue pour tout le monde. Donc le ministre de l'économie et des finances sera appelé à déroger à la règle en disant, compte tenu de la situation de cette entreprise, on ne lui fera pas de retenue à la source de la TVA pour lui permettre de ne plus être en situation de crédit de TVA qui agit forcément sur sa trésorerie. Donc toutes les entreprises ne peuvent pas se retrouver. Vous ne me direz pas qu'une entreprise, qu'un supermarché va forcément se retrouver dans une situation de crédit de TVA. Qu'un prestataire de service, qu'un consultant va se retrouver en situation de crédit de TVA, ce n'est même pas possible. Donc ça dépend des secteurs dont on ne peut jamais généraliser. Le taux de 5% pour les paiements au guichet des impôts.
La loi l'a encadré énormément en renvoyant la mise en œuvre à une note réglementaire. Donc, il s'agira de la Direction générale des impôts qui, en application de la loi, prendra des notes de service pour dire désormais, toutes les entreprises relevant de la direction des grandes entreprises ne sont plus autorisées à payer au guichet. Si vous le faites, vous êtes pénalisé. Et peut-être une année après, 2 années après, va l'étendre aux moyennes entreprises et puis peut-être dans 5 ans, dans 3 ans, aux micro et petites entreprises, ainsi de suite. Si on n'a pas le dispositif, on ne le fera pas. Et c'est pour ça que le législateur l'a renvoyé à une autre réglementaire. Et je disais la dernière fois que notre ambition, c'est en matière d'impôts fonciers, par exemple, permettre aux propriétaires de maisons qui doivent payer les impôts de cocher sur notre plateforme qu'elles souhaitent recevoir ces avis d'imposition par mail. L'avis d'imposition lui arrive par mail et il paye par carte bancaire ou par mobile money. On le fera et c'est dans notre plan de réforme. Donc, quand on en arrivera à cette étape, on interdira, par exemple, les paiements au guichet des personnes qui ont opté, par exemple, pour ce genre de services. Donc, tout ça est possible. Aujourd'hui, le ministère des Finances paye les pensionnés par mobile money. Mais si d'aventure, il y a un pensionnaire qui estime que lui doit venir nécessairement au guichet, soit il arrive et les guichets sont fermés, soit il sollicite ce service exceptionnel qui devient exceptionnel et il paye des frais. Donc voilà un peu la logique dans laquelle on est. Je voudrais rappeler que souvent on aime citer la France dans ces cas-là. La France, en mettant en place les télépaiements, l'a fait progressivement comme nous et a mis en place des amendes pour les grandes entreprises, par exemple, qui ne payaient pas en ligne, qui avaient refusé de payer en ligne, il y avait des amendes. Et progressivement, on a généralisé. Donc, c'est une mesure qui est... Je voudrais donner l'exemple du Cameroun. Dans la loi de finances 2021, le Cameroun a interdit totalement les paiements au guichet des impôts. Donc, nous, on a voulu aller quand même doucement. Pourtant, en matière de télépaiement, c'est cette année qu'il commence, alors que nous, on a commencé depuis 2018. Bien. Je passe à la question sur la TDL. Je voudrais remercier les représentants de l'association des carrières mines et dire qu'ils ont posé des problèmes très pointus. Je suis d'accord avec eux sur la multitude des redevances dans le secteur et qui ne sont pas forcément des redevances prévues par le Code des impôts. Soit ce sont les municipalités ou d'autres associations informelles sur le terrain et le gouvernement entend harmoniser tout ceci. C'est dans les instructions du ministre de l'économie et des finances qui pense également comme vous. Et par rapport à d'autres secteurs, par exemple, que nous devons arriver à fédérer tous les prélèvements de sorte qu'une entreprise qui est installée à Cotonou ne doit pas avoir, pendant la même période où il y a peut-être les impôts, on lui demande de payer des amendes pour des enseignes, une autre structure en dehors des impôts lui réclame de présenter des facturiers, un certain nombre de choses. Donc, fédérer tout ceci, l'ensemble des prélèvements et un dispatching est fait derrière. Et donc, on va vous inviter plutôt à une séance de travail à la Direction générale des impôts pour apprécier avec vous l'ensemble des difficultés, trouver une solution. Donc, on prendra vos contacts par rapport à ça. La taxe de plus-value, oui, effectivement, quand vous êtes une société, vous ne payez pas la taxe de plus-value. Une société, quelle qu'en soit la forme. Parce que quand une entreprise réalise une plus-value, la plus-value est contenue déjà dans ses résultats
qu'elle déclare. Donc la taxe de plus-value est payée par les personnes autres que les personnes morales. La date de paiement du premier à compte de la TPS, je crois que la loi l'a précisé. C'est précisé. La loi a précisé le délai de paiement de la TPS après la période d'exonération. D'accord. Donc, le mois suivant est celui au cours duquel le délai a échu, le délai de 12 mois d'exonération. Donc, le mois suivant, vous payez le premier à compte. Même si l'échéance est dépassée. Oui, elle est dépassée. Donc, c'est bon. La loi a réglé le problème, pas d'inquiétude pour madame qui a posé la question. Crédit d'AIB et TPS. Oui, nous allons continuer les discussions sur cette question avec le groupe de travail fiscalité. L'AIB est à fond perdu pour les entreprises qui relèvent du régime du forfait. Reconnaissez donc que les entreprises qui sont à la TPS payent la TPS peut-être à 2%, l'AIB à 1% ou à 3%. Donc, ça fait 3, 4 ou 5%. Donc, si c'est le cas, on discute et puis on fait la régularisation et puis vous payez l'AIB, vous faites une compensation et c'est terminé. On va poursuivre les discussions. Ce serait une bonne chose pour qu'on n'assiste plus à ça. Je suis préoccupé par la question, on va s'entendre. En dehors de ça, les 3%, c'est essentiellement pour les professions libérales. C'est pour les professions libérales. Je ne trahirai aucun secret en disant que avant le vote de la dernière loi en 2021, les honorables députés ont souhaité que cela soit harmonisé et réduit à 1% pour tout le monde. Et le ministre de l'Économie et des Finances s'est engagé à faire les études pour atteindre cet objectif. La circulaire sur les formalisations d'entreprises, déclaration sur l'honneur, et pour permettre au grand nombre d'avoir l'information, on va communiquer le document à la CCIB. Juste après cette information, la CCIB pourra bien le vulgariser. Remboursement des frais par rapport aux machines certifiées de facturation électronique de la TVA. Oui, j'avais déjà dit tout à l'heure que la loi a prévu les conditions de remboursement, utilisation dans un délai d'1 an au moins, et ensuite la procédure de certificat de crédit MP. Donc, ce n'est pas dans les services de base que la demande de remboursement est déposée, mais au niveau de la mission fiscale des régimes d'exception ou à la direction générale. Je comprends qu'il y a un déficit d'information à ce niveau. On va rapidement combler ce vide. Donc, Covid. Les dons Covid, la loi finance rectificative de 2020 a prévu une déduction intégrale des dons Covid. Donc, ce n'est pas 1 pour 1000, c'est l'intégralité des dons qui est acceptée en déduction. Les stages ne seront-ils pas transformés en emploi définitif? Non. Ici, il s'agit d'une mesure fiscale incitative pour permettre aux entreprises qui payent des stagiaires de ne pas payer en plus des allocations de stage des impôts. Et c'est bien encadré. Donc, lorsque l'entreprise sort de cet encadrement, elle ne respecte plus la loi. C'est 30 ans, effectivement, lorsque pour encadrer, il faut quand même mettre des limites. Donc, quand le stagiaire a plus de 30 ans, la défiscalisation ne s'applique plus. Donc, il s'agit juste de mesures d'encadrement, mais qui n'a pas pour objectif de transformer, de pérenniser le statut de stagiaire. C'est pour ça qu'on a dit
Et voilà, c'est 3 mois, c'est stage académique et l'entreprise doit pouvoir rester strictement dans ce cadre. Frais de siège, assistance technique. Oui, cher ami Sado, ça, il s'agit vraiment d'un problème d'optimisation fiscale. Dans le cadre des mesures prises par le gouvernement du Bénin pour lutter contre l'évasion fiscale ou pour lutter contre l'érosion de la base imposable par certaines multinationales, il est important d'encadrer les frais d'assistance technique et des frais de siège. Je vous donne un simple exemple. Les entreprises du groupe peuvent, sous le prétexte d'optimisation, pomper les bénéfices réalisés dans un pays où la fiscalité est tout à fait normale au profit d'un État où il n'y a peut-être pas de fiscalité en déduisant suffisamment de frais d'assistance technique qui ne sont pas forcément justifiés et même si l'entreprise ne réalise pas un profit dans ce pays. Donc, ce qui est fait permet donc aux entreprises de déclarer au Bénin des résultats bénéficiaires. Donc, si vous réalisez des pertes, vous êtes limité dans la déduction des frais de siège ou des frais d'assistance technique. Donc, comprenons que c'est une mesure pour encadrer l'évasion au plan mondial. On va l'appliquer et nous tous, nous allons évaluer ensemble. On est ouvert à toutes les discussions sur ce plan. On va évaluer après une année ou deux, voir ce que ça donne. TPS et TVA, on en a suffisamment parlé. Monsieur Sado, là encore, je continue de dire que la TVA est un impôt neutre et si vous restez en marge de la TVA, vous êtes quelque part pénalisé. Mais au même moment, on ne peut pas autoriser toutes les entreprises à devenir collectrices de la TVA. On a vu certaines collectent, mais ne la reversent pas. C'est pour ça qu'on a dit les petites entreprises, comme vous l'avez dit, chiffre d'affaires de 2 millions, 5 millions, on ne va pas les autoriser à collecter la TVA. Donc on les sort un peu du système, on a fixé un seuil de 50 millions. Donc c'est normal dans ces conditions, quand vous payez et vous faites vos achats, la TVA est en dedans. Donc bon, certains pays ont choisi encore des seuils de TVA plus élevés et ça va être davantage pénalisant pour certaines entreprises. Mais on ne peut pas permettre à tout le monde de collecter la TVA. Je ne vois pas la grosse difficulté. L'AIB, j'ai déjà dit, on va faire les discussions ensemble au cours de cette année. Et au niveau de la TPS, lorsque l'entreprise fait une importation déjà qui atteint 50 millions, par exemple, importation de marchandises 50 millions, il va de soi que le chiffre d'affaires réalisé, logiquement, si tout se passe normalement, devrait être supérieur à 50 millions. Et on n'a plus voulu attendre que l'entreprise déclare son chiffre d'affaires pour un certain nombre de raisons que vous savez peut-être. Donc, déjà, lorsque vous faites l'importation, avec Sidonia, nous retraçons donc l'opération et on estime qu'il est important de suivre en même temps cette entreprise dans le système du réel. Donc, c'est ce qui a été fait. Et les entreprises qui font des acquisitions d'équipements de montant élevé, elles-mêmes souhaitent être à la TVA. Nous avons eu au cours de cette année une entreprise de transformation de notre Sonabi en liqueur et a investi dans des équipements alors que son chiffre d'affaires n'atteignait pas encore 50 millions. Elle-même a souhaité être à la TVA pour récupérer, pour pouvoir déduire les TVA qu'elle a payés au cordon douanier sur les importations de ces équipements. Donc certains comprennent que c'est plus avantageux d'être à la TVA. Donc franchement, ce n'est pas
un passage forcé, c'est toujours pour assainir un peu le milieu. Il fut en ligne, certainement qu'il y a des blocages, on va pouvoir régler rapidement, surtout que vous allez passer chez nous. Là. Donc, Madame Vidéo-Wenou, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. J'avais oublié de préciser que la loi de finances rectificative de 2020 a prévu une exonération des droits d'enregistrement pour les décisions de justice portant sur les petites créances de montant ne dépassant pas 5 millions. Les droits, c'était 5% lorsqu'il s'agit de petites créances, décisions rendues par nos tribunaux sur des valeurs ou des condamnations pécuniaires, des dommages et intérêts ou ne dépassant pas 5 millions au profit des entreprises, bien sûr, il n'y a pas de droit d'enregistrement à payer. C'est une mesure importante qu'il faut connaître aussi. Merci bien. Merci bien, DGI. Avant le mot de fin du directeur général des impôts, je voudrais m'assurer que tous ceux qui sont dans la salle se sont inscrits sur la liste de présence. Par ailleurs, nous allons transmettre à tous les participants, en présentiel et en ligne, une fiche d'évaluation de la séance. Je voudrais vous prier de bien vouloir la remplir et de la retourner. Elle vous sera transmise en ligne. Monsieur le DG, en mot de fin. Non, je voudrais profiter de votre tribune pour remercier toutes les entreprises qui accomplissent à bonne date leurs obligations fiscales et encourager les autres à le faire. C'est de cette manière seulement que nous allons construire par mobiliser des recettes et élargir l'assiette fiscale. Le secteur privé s'est toujours plaint de ce que le poids de l'impôt repose sur une minorité d'entreprises. Pour mettre fin à cela, il faudrait que l'assiette soit élargie. Ce que nous faisons sur les factures normalisées, par exemple, participe à l'élargissement de l'assiette fiscale. Si vous avez un retraité ou un consultant individuel qui facture une opération et à qui on demande de produire une facture normalisée, ce dernier rentre dans la base fiscale désormais et participe donc à l'élargissement de l'assiette fiscale. Avec vous, en 2020, malgré la crise Covid, malgré la fermeture des frontières, nous avons atteint, dépassé nos objectifs. Et c'est important de le souligner et vous dire merci pour votre contribution, pour votre accompagnement. On est à votre disposition pour recevoir dans nos locaux, pour résoudre les problèmes particuliers que vous avez. Vive la coopération ou la collaboration CCIB, DGI, vive le partenariat secteur public, secteur privé. Merci. Merci. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes maintenant au terme de ce premier café numérique de l'année. Je voudrais, au nom de M. Arnaud Akako, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, remercier M. Nicolas Yanoussi, directeur général des impôts, qui a accepté de partager avec les opérateurs économiques les mesures fiscales en faveur du secteur privé dans la loi de financiation 2021. Je voudrais également remercier toute l'équipe de la DGI, tous les intervenants ainsi que tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce café numérique. Je fais un coucou spécial à tous les fidèles du café numérique de l'institution consulaire. Par ailleurs, je voudrais porter à votre connaissance que la présentation du directeur général des impôts sera sur le site internet de la CCIB à l'adresse www.ccib.bj. Et pour contacter la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, il suffit d'écrire à info@ccib.bj. Je vous souhaite une bonne suite de vos activités et un bon week-end. Il y aura encore d'autres présentations sur des sujets touchant à la fiscalité. Restez toujours câblés aux activités de votre maison, qui est la CCIB. Une fois encore, merci à vous.